La disparition d'un des géants du cinéma populaire, Henri Verneuil, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Il a réalisé plus d'une trentaine de films et tourné avec les plus grands. L'ancien préfet de Corse, Bernard Bonnet, condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Il a aussitôt décidé de faire appel. Il prend comme nouvel avocat Maître Vergès. L'affaire d'Outreau, les fouilles n'ont rien donné. Le corps d'une fillette qui aurait été violée et massacrée n'a pas été retrouvé, mais l'enquête se poursuit. Bernard Kouchner décide d'une large campagne de vaccination contre la méningite dans le Puy-de-Dôme. 80 000 à 100 000 enfants ou adolescents seront vaccinés à partir de mercredi prochain, une première en France. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, Henri Verneuil s'est donc éteint aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Le plus français des Arméniens aura consacré plus d'un demi-siècle à sa passion, le cinéma populaire. On lui doit tant de films aux titres inoubliables comme Le Clan des Siciliens, Mélodie en sol ou encore La Vache et le Prisonnier. Henri Verneuil avait tourné avec les plus grandes stars, évocation d'une carrière qui fait partie de notre culture cinématographique avec Pascal Deschamps. On dit de certains réalisateurs, quand ils ne sont plus là, lui, il aura travaillé avec les plus grands. Pour Verneuil, on ne sait pas qui mettre sur la liste, tant sont nombreuses les stars qui écoutèrent Monsieur Henri dire sans broncher moteur ou encore « ça vous épate, lui aussi, ça l'épatait ». Mais quand Alain Delon lui remettait son César d'honneur, c'était à un grand qu'il rendait lui aussi hommage. Je ne suis que un des derniers survivants du clan des Siciliens. Pour tout ce que tu as donné au cinéma et pour tout ce que tu m'as personnellement apporté. C'est avec joie, avec fierté et non sans une certaine émotion que je vais te remettre ce César d'honneur. L'honneur d'un petit Arménien qui débarqua à 4 ans à Marseille pour échapper à l'histoire avec un grand H et choisit tout simplement d'en raconter de petites, presque par tradition. Un conteur oriental, mon père savait très bien raconter les histoires, j'essaie de l'imiter un peu et j'essaie d'être celui qui dit « Mesdames, Messieurs, voilà ce qui s'est passé ». Il était minuit par une soirée d'hiver, une porte grince et s'ouvre et si à ce moment-là on me dit « Et après ?» je dis « Merci, j'ai gagné, c'est formidable ». Sorti sur les écrans de 100 000 $ au soleil, le film qu'Henri Verneuil... Les histoires de dollars et de soleil, Henri Verneuil était passé maître dans l'art de les raconter. En témoignent quelques chefs-d'œuvre, des modèles du genre. Bonsoir, monsieur Monalaise. J'espère que vous n'êtes pas trop étonné de me voir là. Je vous avais dit de passer quand vous vouliez. Parmi ses secrets, le souci du petit détail qui résume toute l'histoire et l'amour des acteurs qui aimantent la caméra. Oui. Je crois que j'ai raté mon train pour Madrid. Monsieur Fouquet, quand on a les rêves que vous avez dans la tête, on ne se tourmente pas pour un train raté. Et vous, à qui vous me faites penser? Un de ces singes égarés, comme on en rencontre en Orient au moment des premiers froids. Le triomphe de Mélodie en sous-sol, outre-Atlantique, lui ouvre les portes de l'Amérique. Il y tournera Le Serpent avec Henri Fonda. Box-office explosé, public conquis, et puis une élection à l'Académie des Beaux-Arts. Et pourtant, il en fallait plus pour lui donner la grosse tête. C'est un long chemin depuis le quai de la Joliette à Marseille, dans un port. J'avais 4 ans, je suis arrivé en réfugié. Et puis je termine sur le quai Conti. Bon, c'est long. Papy, tu dînes pas avec moi ce soir? Non, pas ce soir. Quand je regarde en arrière, disait-il, je me dis quelle aventure et c'est tout, le reste n'est que vanité. Nous, on dînera ce soir devant un Verneuil et c'est tout, on aura l'embarras du choix et le chagrin que laissent en partant ceux qui nous ont fait rêver pendant 40 ans. Et en effet, beaucoup d'émotions, bien sûr, à l'annonce de la mort d'Henri Verneuil, qui s'est éteint dans une clinique parisienne. Jacques Chirac évoque sa profonde tristesse. Henri Verneuil, dit-il, a incarné le rêve français, écrit une part de la légende du cinéma. Un hommage unanime, reportage Jean-Jacques Dufour, Frédéric Basile, Éric Delagneau. Survenu hier soir dans cette clinique parisienne, le décès d'Henri Verneuil a été si soudain qu'il a surpris tout le monde. Je ne peux pas le croire, surtout que j'ai eu la chance de le rencontrer il y a peu de temps, en me disant, alors quand est-ce que... Moi je lui ai carrément dit, alors quand est-ce que tu remets un film polar? Il me dit justement, j'y pense, je suis en train de préparer quelque chose, je ne sais pas exactement quoi.
C'était un type qui existait, qui avait une énorme personnalité, une énorme puissance de vie, et avec des nostalges sûrement de son enfance, quoi. Au fil des films, celui qui n'était au départ qu'un petit réfugié arménien avait réussi à devenir l'un des maîtres du cinéma populaire. C'était un raconteur d'histoire, d'abord avec de la pellicule, mais dans la vie. Et moi, j'ai des souvenirs absolument incroyables d'Henri Verneuil nous racontant les films. Et souvent, j'ai eu cette idée, j'ai eu envie de faire une émission de télévision où il présenterait lui-même ses films. À la limite, les présenter, c'était une autre façon de les voir. Il était incroyable parce qu'il avait un rapport avec les mots et un rapport avec l'image. Et les mots et l'image mélangés donnaient son cinéma tout à fait particulier. 169 premières. Fidèle à ses comédiens fétiches, Monsieur Verneuil avait tourné avec les plus grands, Gabin, Belmondo, Delon et beaucoup d'autres, dont Françoise Arnoul, qui fut sa femme. Les acteurs américains, Fonda, Omar Sharif, Claudia Cardinal, enfin les acteurs italiens, je veux dire, c'est quelqu'un... Moi, je vois, parce que les films, je reçois des lettres, les films passent partout dans le monde sans arrêt enfin, c'est quelqu'un qui va nous manquer beaucoup. Attention. En décembre 2000, évoquant son nostalgie, son formidable parcours, Henri Verneuil s'exclamait « J'ai eu une vie superbe, quelle belle aventure !» Henri Verneuil n'avait jamais oublié sa Turquie natale. Fuyant le génocide arménien, il était arrivé en France avec sa famille à l'âge de 4 ans. Il n'a jamais oublié ses racines. Henri Verneuil a d'ailleurs raconté ses souvenirs dans ses 2 derniers films, Mérig et 588 rue de Paradis. Voyons maintenant les réactions recueillies à Marseille, ville d'adoption de la famille Verneuil. Michael Darmon, Benoît Jourdan. Alors évidemment, c'est une cassette d'amateur, hein. Voilà qui arrive dans l'entrée de la rue Jean Fiol. Dès qu'il a appris la nouvelle, Raymond Mélisant, le camarade de classe, a tenu à nous montrer ces vieilles images quand Ashod Malakian, dit Henri Verneuil, était revenu il y a quelques années dans le quartier de son enfance à Marseille. Je l'ai bien connu et j'ai même été en classe avec lui pendant 4 à 5 ans, du CM2 à la 5e incluse. Et après, il nous a quittés pour faire, je crois, un enseignement plus technique, parce qu'il a terminé aux arts et métiers. Il parlait quand même pas mal, malgré ce qu'il a pu dire. Il avait un peu l'art de compter. C'est un narrateur extraordinaire. Et dans cet après-midi qu'il a passé avec nous, il a peut-être été un excellent metteur en scène, mais il a fait aussi un excellent acteur. J'ai 4 ans, et dans la brume du matin, je suis sur le pont avec mon père, je lui tiens la main, je suis sur la pointe des pieds, je regarde vaguement une ville qui se dessine dans le matin naissant, et mon père me dit « Regarde fils, la France ». Et ma France à moi, c'était Marseille. Henri Verneuil ou une histoire marseillaise, celle du petit Arménien qui voulait sortir de sa condition de réfugié, devenu cinéaste célèbre, reconnu par les plus grands. Ce soir, au centre culturel qui jouxte la cathédrale arménienne, on retient surtout de cet homme ce parcours symbolique pour toute une communauté. Et il était fier d'appartenir à l'histoire de son peuple, qui a beaucoup souffert, mais qui réussit aussi et qui ressuscite. Aujourd'hui, Henri Verneuil est redevenu Ashod Malakian, et pour les Arméniens de Marseille, il va monter une dernière fois sa rue, celle du Paradis. Et France 2 diffusera dimanche à 20h50 La Vache et le prisonnier avec Fernandel. Venons-en à cette affaire d'Outreau, l'affaire sordide où le père vendait ses enfants pour assouvir les déviances sexuelles d'un réseau pédophile. Il a été mis en examen pour homicide volontaire après les révélations de 2 suspects qui dénonçaient le meurtre d'une enfant. Mais les fouilles qui se sont poursuivies toute la journée n'ont rien donné. Le corps de la fillette de 5 ans qui aurait été massacrée après avoir été violée lors d'une séance pédophile n'a pas été retrouvé. Pour autant, les enquêteurs ne remettent pas en cause les aveux de celui qui a évoqué le premier, la mort de l'enfant. Reportage sur place, Anne Mourgue, Marie-Pierre Cassignard. Ils n'ont rien trouvé. Toute la journée, les enquêteurs du SRPJ de Lille ont fouillé ce petit jardin ouvrier sans succès. Pas trace du corps de l'enfant. Une fillette d'origine flamande, sans doute, de 5 ou 6 ans, pas plus. Là, on n'a rien découvert. Cependant, les policiers pensent que les témoignages qu'ils ont reçus sont bons.
À 200 mètres de là, la tour du Renard. C'est ici, au dernier étage, que la fillette aurait été violée par plusieurs personnes, puis tabassée à mort. Un meurtre dénoncé 2 ans après par 2 témoins de la scène, aujourd'hui en prison. Les habitants n'étaient pourtant guère convaincus. Je me demande comment ils ont fait pour transporter la gamine, pour venir enterrer ici. Hein. Alors, où se trouve le corps de la fillette? Les enquêteurs en sont persuadés, elle serait la 25e enfant victime du réseau pédophile. Au départ, 3 petits de cette école maternelle. Ils racontent les viols, les agressions sexuelles subies à la maison. Incarcérée, la mère passe aux aveux. Elle a besoin de dénoncer les faits et également de faire en sorte qu'elle souhaiterait que chacun puisse prendre ses responsabilités sur les faits qui ont été commis. Les parents, comme d'autres de la cité, prostituaient également leurs enfants en échange de quelques billets. Aujourd'hui, 15 personnes sont mises en examen, des commerçants, un huissier, même un prêtre ouvrier, et ce ne serait peut-être pas fini. On va au-delà de la tragédie, on est vraiment dans un monde absolument impensable, on a du mal à exprimer l'émotion qu'on ressent les uns et les autres par rapport à ce dossier. Cette évolution nous terrorise. En fin d'après-midi, plusieurs enfants victimes ont été entendus au palais de justice. Leur témoignage pourrait venir encore alourdir le dossier. Et l'affaire Dutroux pourrait prendre ses ramifications en Belgique. En effet, dans ce pays déjà si traumatisé par l'affaire Dutroux, on retrouverait plusieurs personnes appartenant au réseau pédophile qui agissait dans le nord de la France. Gilles Marinet. C'est dans ce sex shop à Ostende que travaillait Daniel Legrand, un Français qui, face au juge d'instruction de Boulogne, a révélé qu'il avait assisté au viol et au meurtre d'une enfant de nationalité belge âgée de 5 à 6 ans. Cet homme est l'une des 15 personnes incarcérées depuis plusieurs mois suite au démantèlement d'un réseau pédophile. Parmi eux, un huissier et sa femme, un prêtre, l'autre tenancier du sex shop ainsi qu'un chauffeur de taxi. Ils sont présumés coupables d'avoir abusé d'une vingtaine d'enfants vivant dans ce quartier d'Outreau, près de Boulogne. Parfois, les petits étaient livrés par leurs propres parents, eux-mêmes violeurs. Cela se passait à domicile, mais aussi en Belgique, près de la commune d'Ypres, dans une ferme louée par un des membres du réseau. Ici, dans cet environnement discret, des films pornographiques auraient été tournés. Ypres, Ostende, la Belgique qui avait manifesté en masse contre la pédophilie en 1996 lors de l'affaire Dutroux est une fois de plus confrontée à l'horreur. Immédiatement, l'association Child Focus, spécialisée dans la recherche des enfants disparus, s'est mise au travail, mais sans succès. Aucune trace de cette petite fille qu'on aurait en fait assassinée. Nous avons en effet constaté qu'en 98 et en 99, nous avons été confrontés chaque fois à la disparition d'une petite étrangère de 7 ans. Donc il s'agissait de 2 petites filles, une venant de Somalie et une venant du Sierra Leone. Mais à première vue, ça ne correspond pas avec la petite dont il s'agit dans ce cas-ci, qui parlerait le néerlandais et qui ne serait pas noire à première vue. La police fédérale, elle aussi alertée, n'a pas signalé de disparition, mais on continue à éplucher tous les dossiers. Enfin, 3 hommes et une femme ont été écroués aujourd'hui à Quimper. Ils auraient violé un enfant de 4 ans. Ces violences datent de décembre dernier. La mère qui avait porté plainte serait complice. Et puis à Avignon, après le meurtre sauvage de celle que l'on a surnommée Super Mamie, un homme qui était présenté comme un témoin essentiel a été relâché après 32 heures de garde à vue sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Dans l'affaire des paillotes, le préfet Bernard Bonnet a décidé de faire appel après sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à 3 ans de prison, dont un ferme. Bernard Bonnet, qui sera désormais défendu par un nouvel avocat, Maître Vergès. Reportage Stéphane Bretner, José Boulestex. Parce qu'il faut bien changer une équipe qui ne gagne pas, voilà Bernard Bonnet accompagné d'une nouvelle arme. Jacques Vergès, le défenseur des causes perdues, son 5e avocat depuis le début de l'instruction. Il avait promis des révélations, mais comme d'habitude, rien de tout cela. Pour les juges, l'ex-préfet de Corse est l'instigateur de cette affaire, discréditant l'action de l'État en Corse. Bernard Bonnet est condamné à 1 an de prison ferme, et même avec un nouvel avocat, sa défense n'a pas changé. J'ai le sentiment aujourd'hui, très net, que ce qui m'est reproché, ce n'est pas d'avoir donné un ordre, mais d'avoir refusé d'avouer un ordre que je n'ai jamais donné. Henri Mazère, lui, n'a pas dit un mot. Le colonel a reconnu avoir participé à la destruction de la paillote, mais le tribunal estime qu'il a nui gravement à l'image de la gendarmerie.
Il est condamné à 6 mois de prison ferme, mais avec les remises de peine, il ne devrait pas retourner en prison. Gérard Pardini, le bras droit de Bernard Bonnet, est également condamné à 6 mois de prison ferme. Seul satisfait, Yves Ferraud, le propriétaire du restaurant de plage. Les prévenus devront lui verser près de 17 000 € pour réparation du préjudice subi. C'est une bonne chose parce que bon, ça prouve qu'il y a quand même une justice en Corse et que les tribunaux sont les mêmes en France, aussi bien en Corse que sur le continent. Ce soir, Bernard Bonnet est loin d'avoir tourné la page. Premier préfet de la République à être condamné par la justice, il est pour l'instant le seul prévenu à avoir fait appel. Visiblement, l'ancien préfet de Corse n'a pas convaincu le tribunal d'Ajaccio. Il va donc revoir son système de défense devant la cour d'appel. Un procès qui devrait se tenir dans 1 an, mais cette fois-ci à Bastia. Et Jean-Pierre Chevènement a considéré que la condamnation de l'ancien préfet de Corse était relativement sévère. Nous vous le disions hier, les députés ont décidé de mettre fin à l'arrêt Perruche concernant l'indemnisation de personnes nées handicapées. Aujourd'hui, l'un des hauts magistrats de l'institution judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, conteste cette décision qui, selon lui, n'appartient ni au gouvernement ni aux législateurs, mais à la justice. Jacques Chirac, lors de la cérémonie traditionnelle de la rentrée de la Cour de cassation, s'est exprimé, lui, sur différents sujets concernant le fonctionnement judiciaire. Le chef de l'État a évoqué les difficultés de la mise en œuvre de la réforme de la procédure pénale et s'est élevé, je cite, contre le sentiment d'impunité qui pourrait s'étendre en France. Nous écoutons le président de la République. Nos compatriotes attendent, à juste titre, je pense, que les moyens mis en œuvre se traduisent par une accélération des procédures, une plus grande clarté des jugements et une plus grande efficacité dans la répression de la délinquance. La sécurité est, vous le savez, la première exigence de nos compatriotes. Rien ne serait pire aujourd'hui que de laisser s'étendre le sentiment de l'impunité. Aucune agression ne doit rester sans réponse, adaptée bien sûr, mais sans réponse de la société. Bernard Kouchner, le ministre délégué à la Santé, a donc décidé d'utiliser les grands moyens dans le Puy-de-Dôme où 18 cas de méningite ont été recensés depuis 1 an. Bernard Kouchner annonce une vaste campagne dans ce département à destination de 80 000 à 100 000 enfants ou adolescents qui sont les plus exposés. Des stocks suffisants de vaccins seront disponibles pour le début de cette campagne mercredi prochain. Une vaccination qui, à l'échelle d'un département, est une première en France. Nous écoutons Bernard Kouchner. C'est une mesure de précaution, c'est une mesure qui est destinée à éviter qu'il y ait une épidémie et qu'il ne faut pas absolument présenter comme une alarme. Il n'y a pas d'alarme. Nous ne nous précipitons pas, d'ailleurs nous ne commençons qu'à partir de mercredi, et nous ne nous précipitons pas comme un cambando vaccinal, comme on le fait quand il y a un cas et qu'autour il faut traiter tout de suite. Ce n'est pas du tout le cas. Simplement, c'est un peu mystérieux, c'est toujours comme ça, qu'autour de Clermont-Ferrand et dans une bande très étroite du Puy-de-Dôme, un certain nombre de cas soient apparus qui, à cette incidence, à cette densité, si vous voulez, de cas, autorisent et même commandent une vaccination comme il n'y en a jamais eu en France. Voyons maintenant comment réagit la population du Puy-de-Dôme, en proie à une certaine inquiétude, voire à une certaine psychose. La situation reste préoccupante, même si les habitants se disent satisfaits de la campagne de vaccination. Didier Guyot, Thierry Simonet. Elle vomit plus? Bon, ça va alors. Et elle remange ou pas alors? Des conseils, des mini-consultations à distance. Depuis 48 heures, Pascal Lacombe, pédiatre à Clermont-Ferrand, passe son temps au téléphone. Avec 18 cas de méningite en 13 mois, dont 4 mortels, de nombreux parents ont bien du mal à cacher leur inquiétude. Oui, on a peur et on attend le vaccin avec impatience. Ouais. Et on va poser les questions là tout de suite pour avoir un peu plus de renseignements. Donc on est un peu effrayé, surtout qu'on a un petit bébé où on est en train d'attendre de savoir ce qui va se passer. Et puis c'est vrai qu'on attend ce vaccin. Si une campagne sera faite, c'est pas mal, c'est très bien. L'annonce d'une campagne de vaccination qui commence mercredi les rassure un peu, même si ce soir on ne sait toujours rien sur les modalités pratiques. 80 à 100 000 personnes seront vaccinées, des enfants de 2 mois aux adolescents de 20 ans. On va faire un vaccin pour enlever la peur, non? Il faut faire un vaccin si c'est utile. Donc il ne faut pas croire que le vaccin envahit toutes les méningites à 100%, c'est ça. Mais par contre, oui, ça me semble utile. C'est dans les écoles, les lycées et les crèches que la vaccination devrait avoir lieu. Des infirmières, des médecins ont été mobilisés. Pour rassurer les habitants, un numéro vert est prévu, mais pas avant lundi. Du coup, médecins et hôpitaux s'attendent à être assaillis ce week-end.
Bernard Kouchner qui a également évoqué la surconsommation de sel dans l'alimentation des Français. Il se dit décidé à changer les habitudes alimentaires en favorisant la baisse de l'utilisation de sel dans de nombreux produits. Mais la première étape, qui n'est pas la plus simple, est de permettre aux consommateurs de connaître avec précision ce que contiennent les produits qu'ils achètent. Or, en France, l'étiquetage fait défaut. Reportage Claudine Gilbert, Laetitia Fouque, Daniel Lévy. Ici, c'est écrit sur l'étiquette, ce produit contient du sel, oui, mais quelle quantité? En France, aucune réglementation n'impose de le préciser. C'est marqué où? C'est une excellente... voilà, ingrédients. Ils disent qu'il y en a, mais ils disent pas combien. Voilà. Dans ces conditions, bien peu d'entre nous ont l'habitude de maîtriser leur consommation de chlorure de sodium. J'imagine qu'il faut regarder sur l'étiquette, mais il faut s'en soucier d'abord. J'en sais rien, je m'en soucie pas, à vrai dire. Pas pour l'instant. Je regarde simplement je sais à peu près combien de matières grasses j'ai, mais je vérifie absolument pas je connais absolument pas combien le niveau de sel. Le sel se cache surtout dans la nourriture industrielle, plats préparés, pain, charcuterie et fromage. Sur l'étiquette, sa présence n'est pas toujours signalée. À cause de ce manque d'informations, les Français absorbent jusqu'à 12 grammes de sel par jour, soit 2 fois plus que les recommandations officielles. Actuellement, vous n'avez aucun moyen de gérer votre consommation de sel, puisque la majorité du sel que vous consommez provient des aliments industriels et que la quantité de sel dans les aliments n'est pas indiquée sur l'étiquetage. Voilà pourquoi nous recommandons l'étiquetage systématique de la quantité de sodium dans les aliments et de l'équivalence exprimée en sel. Selon les médecins, le sel provoque des maladies cardiovasculaires et de l'hypertension. Le gouvernement préconise de baisser l'apport en sel de 20% en 5 ans, mais déjà chacun peut y mettre du sien, rien de tel que des produits frais à cuisiner soi-même. La Grande-Bretagne, réputée pour sa surconsommation de sel, a pris ces dernières années le problème à bras-le-corps. Les campagnes successives menées depuis 5 ans ont commencé à faire effet. Un exemple à suivre, Laurent Moussier. Des conserves de légumes sans sel ajouté, du bacon dessalé, du saumon allégé en sel. Dans la plupart des rayons de ce supermarché, les consommateurs ont le choix entre des produits classiques et des produits à sel réduit. Il faut dire que depuis 5 ou 6 ans, des campagnes d'information sur les risques d'une trop grande consommation de sel ont incité les Britanniques à faire attention à la teneur en sodium de leur aliment. Je vérifie le pourcentage de sel quand j'achète les plats préparés. Par contre, je serais bien incapable de vous dire quelle est la ration idéale par jour. Le pain et les plats préparés représentant les 3/4 du sel absorbé chaque jour par les consommateurs britanniques, l'industrie alimentaire s'est adaptée. Dans ces plats, la teneur en sel a été progressivement réduite de 15%. Nos recherches montrent que les consommateurs ne remarquent pas une réduction de sel de ce niveau. Évidemment, nous souhaitons que nos produits continuent à plaire à nos clients. Ce qui est important, c'est que les produits soient moins salés, mais qu'ils soient toujours aussi bons. Pour l'agence alimentaire britannique, les Anglais mangent toujours trop salé. Pourtant, ces campagnes de sensibilisation ont fait leur effet. Une étude montre qu'aujourd'hui, chaque personne en Grande-Bretagne consomme en moyenne l'équivalent de 13 petites cuillères de sel en moins qu'il y a 5 ans. Le passage à la monnaie unique ne devait occasionner aucune valse des étiquettes, c'était promis, mais apparemment, dans les faits, il y aurait des dérapages. C'est du moins ce que constatent ces consommateurs mécontents qui le disent. Amaury Guibert, Valérie Lucas, Christophe Vignal. Le timbre-poste a augmenté. Non, mais le timbre-poste n'a pas augmenté. Oui, il a augmenté, il est passé à 3 francs 02. Le dérapage des prix, une inquiétude qui revient souvent dans ce standard spécial euro mis en place par la radio France Info avec 60 millions de consommateurs. Tous les soirs, une centaine de personnes signalent des hausses inhabituelles. Les personnes sont extrêmement attentives effectivement aux augmentations, font des calculs de pourcentage et sont très attentifs, y compris par rapport à leur budget. Bonjour monsieur, pourrais-je avoir un café s'il vous plaît avec un verre d'eau? Le café au comptoir, c'est l'une des hausses les plus souvent mentionnées. Ici, il est passé de 7 francs à 1,10 €, soit 7 francs 22. Autre augmentation, les jeux à gratter, plus 30% en moyenne. Il y a aussi la baguette, souvent arrondie à 70 centimes d'euros, soit 4 francs 60. Ce magazine de consommateurs voit arriver par courrier beaucoup de plaintes concernant ces augmentations. Le mécontentement se porte envers les commerçants, tous les restaurateurs, mais en tout cas pour l'instant, jusqu'à présent, on note absolument pas que ces consommateurs tiennent rigueur à l'euro.
L'euro d'ailleurs n'a pas provoqué de hausse de prix massive, disent les économistes. Pour eux, seuls quelques produits symboliques sont concernés. Quelques prix de services de proximité sont en train de bouger un peu, mais c'est une partie toute limitée de la façon dont nous vivons. De leur côté, les pouvoirs publics rappellent que l'inflation en France est jusqu'à maintenant la plus faible d'Europe. À Rome, Valéry Giscard d'Estaing, qui a été récemment nommée présidente de la Convention pour préparer l'avenir de l'Europe, rencontrait aujourd'hui le Premier ministre italien Silvio Berlusconi. Valéry Giscard d'Estaing se dit satisfait des assurances qui lui ont été données quant à la volonté européenne de l'Italie. Ces derniers mois, on a beaucoup évoqué la situation catastrophique des femmes en Afghanistan, mais l'obscurantisme des talibans se retrouve ailleurs, notamment au Nigeria, où un tribunal islamique a condamné à mort cette jeune femme par lapidation. Son seul crime, avoir donné naissance à un enfant après son divorce, une pratique considérée comme adultère. Richard Binet. Safiya Hussaini sera exécutée le 14 décembre prochain. Condamnée à être enterrée jusqu'au cou puis lapidée par un tribunal islamique de Sokoto, au nord du Nigeria. Son crime, avoir donné naissance à un enfant hors mariage à la suite d'un viol. Enceinte au moment du procès, elle a bénéficié d'un petit sursis, le temps de donner naissance à son bébé. Fami Umar, journaliste nigérian, est le dernier à l'avoir rencontré. Vous devez savoir que pendant toute la durée du procès, elle n'a pas eu d'avocat. Elle a dû se défendre seule face à la cour. Elle n'était accompagnée que par son frère et 2 témoins. Depuis que 11 des 36 États du Nigeria ont instauré la charia au mépris de la Constitution fédérale, les scènes de flagellation et d'amputation se sont multipliées. Sans que le président Obasanjo, chrétien démocratiquement élu, n'ose intervenir. Il y a quand même un risque de guerre civile non négligeable au Nigeria à l'heure actuelle et dans le passé, qui le met dans une position qui fait qu'il marche sur des braises. Il est obligé de composer avec les différentes composantes ethniques du pays et religieuses du pays. Le Nigeria, 120 millions d'habitants, reste l'une des principales sources de conflits interethniques en Afrique de l'Ouest. En octobre dernier, à Kano, la principale ville du nord musulman, 500 chrétiens ont été tués. À l'origine, une manifestation en faveur de Ben Laden. 4 mois, jour pour jour après les attentats du World Trade Center, les New-Yorkais se rassemblent en nombre autour des ruines des tours jumelles. La foule est telle que des tickets ont été distribués, comme le montre ce reportage de Pascal Doucet-Bon. Même le déluge ne les découragerait pas. La semaine dernière, la mairie de New York a édifié 4 belvédères au-dessus des ruines des tours jumelles. Ils peuvent accueillir 300 personnes chacun. On s'y est immédiatement précipité. On, c'est-à-dire une poignée de pèlerins recueillis pour une foule de curieux. C'est fantastique, dit-elle. Tout le monde devrait venir faire l'expérience de ça. L'expérience ? Oui, regarder sa grandeur nature. Pas seulement le voir à la télé. Je viens du Missouri, je travaille pour American Airlines. Je viens rendre hommage aux victimes. Les belvédères ont attiré trop de monde aux yeux des autorités. 4 heures d'attente en moyenne dans le froid glacial de New York, une image jugée indigne par beaucoup. Alors la mairie a imprimé des billets d'entrée. Ils donnent droit à 30 minutes sur une des plateformes. On ne choisit ni le jour, ni l'heure. Cette femme, par exemple, a un ticket pour le lendemain. Je veux voir, dit-elle. Mon père rentre en Bolivie demain. Essayez de changer avec quelqu'un, lui répond le vigile, intraitable. Si la mairie a mis si longtemps à s'organiser, c'est qu'elle comptait sur la fin de la période des fêtes pour voir baisser le nombre de curieux. Elle s'est trompée. L'affluence n'a pas baissé à Ground Zero depuis la fin des vacances de Noël, ce qui signifie que la plupart des visiteurs aujourd'hui sont des New-Yorkais qui continuent à venir, quelles que soient les conditions météorologiques. Situation toujours extrêmement tendue entre l'Inde et le Pakistan, mouvement de troupes à la frontière, l'hypothèse d'une guerre conventionnelle sur la question du Cachemire n'est pas écartée, un conflit qui inquiète tout particulièrement lorsque l'on sait que ces 2 pays ont la puissance nucléaire. Jérôme Bonny. Branle-bas de combat de l'armée pakistanaise au Cachemire, à quelques centaines de mètres des positions indiennes. Cette région disputée entre les 2 pays a toujours été un point de friction où tout peut dégénérer.
Ce matin, le commandant en chef de l'armée de terre indienne explique qu'avec les concentrations de troupes de part et d'autre de la frontière, il existe une perspective de guerre conventionnelle limitée. C'est le 13 décembre dernier que la tension devient critique entre Islamabad et New Delhi, quand un commando de Cachemiri attaque le Parlement indien. 14 morts. L'Inde accuse le Pakistan de complicité. Fin décembre, la frontière entre les deux pays est symboliquement, mais très fermement, close. Depuis, c'est le face-à-face entre la puissance indienne, 1 milliard d'habitants, 1 200 000 soldats, et le Pakistan, près de 7 fois moins d'habitants et une armée seulement moitié moins nombreuse. Face-à-face d'autant plus périlleux que les deux pays sont dotés de l'arme nucléaire. Ici, l'une des rares images d'un essai souterrain en Inde. Si les combats dans le Cachemire devaient reprendre comme il y a 3 ans, le risque de conflit régional serait aujourd'hui particulièrement sérieux. À Gaza, l'armée israélienne a détruit la piste de l'aéroport international. Une douzaine de chars et de bulldozers sont entrés en action à l'aube. Une opération soutenue en fin de journée par le secrétaire d'État américain Colin Powell. L'État hébreu qui, par ailleurs, aurait enlevé un activiste palestinien à Naplouse. C'est un problème endémique en France. Les dons du sang sont en baisse. Aujourd'hui, l'alerte est donnée dans de nombreuses régions. Les stocks sont insuffisants depuis le début de l'année, comme le montre ce reportage à Poitiers. Christophe de Valembras, Alain Darigrand. Le centre de transfusion sanguine de Poitiers. Dans cette chambre froide sont regroupées toutes les réserves de sang pour 5 départements. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Quelques poches ici. Donc vous voyez notre problème maintenant. Les stocks régionaux sont à peu près nuls. Car depuis le début de l'année, les dons ont fortement diminué, jusqu'à 50% dans certains centres. La période est classiquement difficile, de par les vacances, les fêtes, etc. Mais ces jours-ci, ce sont les épidémies de grippe, de gastroentérite qui ont fait chuter de façon catastrophique les stocks. À l'hôpital de Poitiers, le service de chirurgie cardiaque a d'importants besoins en sang. Pour l'instant, pas de problème, mais on s'interroge pour les jours à venir. Nous avons une patiente qui pose un problème probablement de transfusion assez importante dans le courant de la semaine prochaine. Nous venons de discuter au staff médico-chirurgical et nous envisageons sérieusement éventuellement de repousser cette patiente. Pour éviter ce genre de difficultés, l'établissement français du sang vient de lancer un appel national aux dons. À Poitiers aujourd'hui, les premières mobilisations. Vous aviez prévu de donner aujourd'hui? Non, pas du tout. Peut-être d'avoir entendu à la télévision que j'en avais besoin, j'avais un peu de temps de début, je suis venu en donner. Et demain, la plupart des centres de collecte seront ouverts. Un appel à la solidarité pour éviter une pénurie de sang. Plusieurs milliers d'avocats dans les rues de Paris. Ils manifestaient aujourd'hui contre le projet de réforme de l'aide juridictionnelle. Ils demandent davantage, même si une réévaluation a d'ores et déjà été acceptée par la garde des Sceaux, mais ces négociations pourraient ne pas faire partie des prochains projets de loi. À la Concorde, le sort de la grande roue est scellé. La justice ordonne son démontage sous peine d'une astreinte de 15 000 € par jour de retard. La mairie de Paris se dit satisfaite. Hélène Orguet, Christian Leroux. Menacée d'expulsion, la grande roue de Paris. Désormais, son avenir, ce pourrait être démontage manu militari, mise sous séquestre. C'est une décision de justice qui sonne la fin de son implantation illégale sur la place de la Concorde. Aujourd'hui, le forain Campion a perdu une manche contre la mairie de Paris. C'est une victoire complète. Ça fait toujours plaisir d'obtenir une victoire complète parce que l'expérience prouve que aucun combat n'est gagné d'avance. Maintenant, c'est une décision qui est absolument conforme au droit. Pour se conformer au jugement, il faudra démonter bien plus que quelques décorations de Noël, sous peine d'astreinte. 15 000 € par jour si la roue continue de tourner. L'humeur du propriétaire a viré à l'amertume. Nous pensions avoir fait un bel objet pour la ville de Paris, qui s'en est bien servi. Et là, aujourd'hui, on a une certaine récompense. Ça ne m'étonne pas. On a l'habitude. Les forains feront appel de la décision et demandent un nouveau lieu pour la roue. Mais pas question de démonter ni de se laisser démonter. D'ailleurs, ce soir, la roue tourne encore. 14e étape du Dakar, à 3 jours de l'arrivée, l'Espagnol Juan Roma, jusque-là en 2e position du classement moto, a chuté, abandonné. Fabrizio Meoni reste en tête. En voiture, victoire aujourd'hui de Jutta Kleinschmidt, le japonais Masuoka sur Mitsubishi est toujours en tête au classement général.
Les sports de l'extrême, ou cette discipline qui a pour cadre la cascade de glace. Ces jours-ci, les meilleurs grimpeurs sont réunis à l'Argentière-sur-Besse. L'occasion de découvrir un sport que pourrait apprécier le grand public. Julien Beaumont, Laurent Siron. Elle n'a pas froid aux yeux. Cette Finlandaise de 29 ans, Minna Riihimäki, vérifie toujours 2 fois ses prises. Une nécessité. À plus de 15 mètres de hauteur, une erreur et c'est la chute. Sur cette cascade de glace, rien ne viendrait la freiner. Depuis 2 ans, Minna s'est prise de passion pour ce sport de l'éphémère. On peut venir un jour, ça peut être génial comme aujourd'hui. La glace est très très bonne. Autant demain, je peux revenir et ça peut être impraticable. Il peut faire trop chaud, trop froid, ça change tout le temps. C'est ici, dans le parc national des Écrins, l'un des plus beaux sites d'Europe, que se sont donné rendez-vous 800 grimpeurs. 5 jours pour mieux présenter et faire connaître une discipline que beaucoup jugent risquée. La glace ça casse, la glace ça fond, la glace ça tombe puisqu'il y a de la verticalité, donc ça peut être dangereux. Mais avec une bonne formation et un bon encadrement, on apprend à maîtriser, à appréhender ce milieu. Vu les mauvaises conditions d'enneigement dans certaines stations, de nombreux vacanciers s'essayent à cette discipline. L'intérêt de la cascade de glace, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. De plus en plus de gens s'aperçoivent que ça leur est accessible, alors qu'avant les gens pensaient que c'était réservé qu'à une élite ou à des casse-cous, alors que c'est pas vrai du tout, quoi. Pendant ce rassemblement, pour une fois, pas de compétition, pas de classement. Juste le plaisir d'aller encore plus loin, d'aller encore plus haut. Retour au cinéma avec le prochain festival de Cannes qui sera, c'est officiel, présidé par David Lynch, le cinéaste américain à qui l'on doit notamment Sailor et Lula, qui avait été récompensé de la Palme d'Or en 90. Et puis, avant de refermer ce journal, un dernier hommage après la disparition d'Henri Verneuil. Henri Verneuil qui était arrivé en France à l'âge de 4 ans, il n'avait jamais oublié ses racines arméniennes et racontait ses souvenirs dans ses 2 derniers films, Mérig et 588 rue de Paradis. Richard Berry, vous incarniez son personnage. Bonsoir. Ces 2 derniers films peut-être comme une sorte de testament ou d'héritage de celui qui restait arménien de cœur. Comment Henri Verneuil aurait aimé que l'on parle de sa propre histoire? Comment vous avait-il dirigé pour entrer dans son personnage? Eh bien, il m'avait dit une chose toute simple, où j'avais du mal à prononcer le mot Mérig justement. Et il m'avait dit, Mérig qui veut dire maman, il m'avait dit essaye de le dire comme si tu donnais une caresse. Il racontait des histoires comme ça, c'était un conteur d'histoires, c'était un grand-père idéal, il avait toujours une anecdote, une histoire à raconter sur le cinéma, sur son histoire à lui, sur l'enfant, le petit Arménien qui était venu un jour avec son père et sa mère à Marseille. Quel souvenir peut-être précis vous reste en mémoire de ce tournage, s'il y avait un souvenir précis? Je me souviens que il m'avait dit mon vrai nom à moi c'est Azad. C'était le nom d'ailleurs que je portais dans le film, Azad Zakarian. Et il m'avait dit, Azad, ne l'oublie pas, ça veut dire liberté. Alors peut-être justement, s'il y avait un sens ou une philosophie à retenir de la vie, du parcours d'Henri Verneuil, quel serait-il, cette liberté peut-être? Si on peut parler, c'est justement, c'est à sa façon, tout son parcours de cinéaste, ça a été de faire en sorte que le génocide arménien soit reconnu. C'était une façon de dire qu'il faut respecter les différences tout en essayant de s'intégrer, mais que malgré une volonté forte d'intégration, il ne faut pas perdre son identité ni ses racines. Merci Richard Berry d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h50 Nestor Burma avec Guy Marchand, 0h35 le dernier journal Laurence Piquet. Demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit le photographe François-Marie Bagné. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente soirée sur France 2. Et l'on se quitte avec des images d'Henri Verneuil sur le thème du clan des Siciliens, la célèbre musique d'Ennio Morricone.